Après avoir quitté mon enfer d'entreprise, j'ai acheté un chalet de montagne isolé. Dès le premier soir, mon frère a ricané au téléphone. Il m'a dit qu'ils emménageaient demain avec des déménageurs, que papa avait obtenu le bail, et que je n'avais qu'à aller pleurer ailleurs. Mes mains tremblaient, mais j'ai souri et préparé une surprise. Au matin, les serrures avaient été changées et la police attendait. Je m'appelle Holdan. J'ai 35 ans. Pendant les 13 dernières années, j'ai travaillé comme directeur de la logistique pour une grande chaîne de vente au détail. C'était un travail qui exigeait des semaines de 80 heures, des déplacements constants, et un niveau de stress qui rongeait lentement la paroi de mon estomac. J'ai sacrifié ma jeunesse, mes relations et ma santé pour construire une carrière. Et finalement, après un sérieux avertissement qui m'a conduit à l'hôpital, j'ai démissionné. J'ai pris les économies de toute une vie et j'ai acheté un chalet de montagne d'1 200 000 $, dans un coin reculé du Colorado. C'était censé être mon sanctuaire, un endroit où l'air sentait les aiguilles de pin plutôt que l'air recyclé du bureau, où le seul bruit était le vent qui soufflait à travers les arbres. J'avais à peine déballé ma première tasse à café. J'étais dans la cuisine, regardant par les immenses fenêtres le soleil plonger derrière les sommets des montagnes, ressentant une paix que je n'avais pas connue depuis plus d'une décennie. Puis mon téléphone a sonné. L'identifiant de l'appelant affichait le nom de Méric, mon frère aîné, l'enfant chéri de notre famille. J'ai pris une profonde inspiration, me préparant mentalement à ces demandes habituelles, et j'ai répondu. Je n'ai même pas eu le temps de dire bonjour. Méric ne m'a pas demandé comment j'allais. Il ne m'a pas félicité pour la nouvelle maison. Sa voix est sortie du haut-parleur, arrogante, désinvolte, et dégoulinante de ce sentiment de droit familier. Holdan, écoute bien, a-t-il dit. Les déménageurs sont réservés. On monte chez toi demain, à la première heure. Papa s'est déjà occupé de toute la paperasse de notre côté, alors n'essaie pas d'en faire toute une histoire. On prend la suite parentale et l'aile des invités. Tu dois vider le bureau avec la vue sur la montagne. J'ai des réunions virtuelles avec des investisseurs la semaine prochaine, et j'ai besoin d'un bon arrière-plan. Si l'arrangement ne te plaît pas, tu peux aller vivre dans un hôtel, n'importe où ailleurs. Pendant un long moment, le seul son fut le crépitement de la connexion téléphonique. Je suis resté figé dans ma magnifique nouvelle cuisine. J'ai cru qu'il me faisait une sorte de blague tordue, mais j'ai alors entendu le bruit inimitable du ruban adhésif que l'on déchire d'un rouleau en arrière-plan. J'ai entendu ma mère, Béatrix, crier de bien emballer la belle porcelaine. Ils étaient vraiment en train de faire leur carton. Ils venaient pour s'emparer de la maison que je venais d'acheter avec mon propre sang, ma sueur et mes larmes. Par le passé, c'est à ce moment précis que j'aurais paniqué. J'aurais argumenté. Je les aurais suppliés, les aurais implorés de respecter mon espace, de me laisser juste cette seule chose pour moi. J'aurais senti le poids familier de la culpabilité m'écraser la poitrine, pendant qu'il déformait mes paroles et me faisait passer pour le méchant égoïste de la famille. Mais alors que j'écoutais Méric aboyer des ordres à quelqu'un en arrière-plan, quelque chose d'étrange s'est produit. Mes mains tremblaient, oui, mais ce n'était pas de peur. C'était de la colère pure, sans mélange. Et puis j'ai souri. C'était un sourire froid, inconnu, qui s'était étiré sur mon visage. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas argumenté. J'ai pressé le téléphone plus près de mon oreille et j'ai posé une seule et unique question, d'une voix calme. À quelle heure arrive le camion ? Méric a laissé échapper un petit rire triomphant. Il pensait qu'il avait gagné. Il pensait que je m'écrasais, comme je l'avais toujours fait. 9h45 du matin, a-t-il dit, sa voix pleine d'une satisfaction suffisante. Assure-toi que l'allée est dégagée. Je ne veux pas que les déménageurs aient ma voiture. À demain, alors, ai-je répondu, avant de raccrocher. C'est à ce moment que j'ai réalisé que partager un ADN ne fait pas une famille. Parfois, ça ne fait qu'un parasite. D'où regardez-vous cette vidéo ? Quel temps fait-il dans votre ville aujourd'hui ? Dites-le moi dans les commentaires. Parce que pour vraiment comprendre pourquoi j'ai souri quand mon propre sang a essayé de me voler ma maison, vous devez vous promener avec moi dans le musée de mon enfance. Laissez-moi vous montrer exactement ce que ma famille appelait l'amour. Il est important de comprendre les fondements de ce conflit, car ma famille n'est pas devenue monstrueuse du jour au lendemain. Ils ont construit leur sentiment de droit brique par brique, année après année, entièrement sur mon dos. La pièce à conviction A de mon musée de la souffrance nous ramène à l'époque où j'avais 16 ans.
Comme n'importe quel adolescent normal, je voulais un peu d'intimité. J'étudiais pour un examen de maths crucial, et Méric n'arrêtait pas d'entrer dans ma chambre pour mettre sa musique à fond et toucher à mes affaires. Alors, j'ai acheté un verrou bon marché à la quincaillerie et je l'ai installé sur la porte de ma chambre. Je l'ai fermé pendant exactement 2 heures. Quand mon père, Silas, est rentré à la maison et a trouvé la porte verrouillée, il n'a pas frappé. Il ne m'a pas demandé d'ouvrir. Il est allé directement au garage, a pris un marteau et un tournevis, et a physiquement retiré la porte de ses gonds. J'étais assis à mon bureau, complètement humilié, en le regardant emporter ma porte dans le couloir. Il s'est tenu au-dessus de moi et a prononcé un discours que je n'oublierai jamais. Les secrets sont le poison d'une famille. Holden, tu n'as pas le droit de te cacher de nous sous notre toit. À partir de ce jour, j'ai appris que mes limites étaient considérées comme des insultes. La pièce à conviction B est une feuille de calcul que je garde sur mon ordinateur portable. Elle date de l'époque où j'avais 25 ans. Je venais d'obtenir ma première grande promotion en logistique. Je commençais enfin à me constituer un compte d'épargne. La même année, Méric a lancé sa soi-disant application révolutionnaire de livraison de repas. Il se disait entrepreneur dans la tech. Il portait des costumes de marque, conduisait une voiture de luxe en leasing, et brûlait l'argent comme si c'était de l'oxygène. Quand l'application s'est complètement plantée, elle l'a laissé avec d'énormes dettes commerciales. Qui pensez-vous a dû nettoyer les dégâts? Ma mère, Béatrix, m'a appelé en pleurant hystériquement, disant que Méric allait être jeté en prison, que le nom de la famille serait ruiné. Elle a pleuré jusqu'à ce que je cède. J'ai vidé mes économies. J'ai fait un chèque de 45 000 $ pour couvrir ses dettes. Méric ne m'a jamais remercié. Il s'est juste plaint que le chèque de banque avait mis trop de temps à être encaissé. La pièce à conviction C est la plus récente et la plus douloureuse. À Thanksgiving dernier, mon corps a finalement lâché. Des années de semaines de 80 heures et de survie au café noir ont abouti à un grave ulcère hémorragique. Je me suis effondré dans mon bureau et je me suis réveillé aux urgences. J'étais terrifié. J'étais seul. J'ai appelé ma mère en espérant une once de réconfort. Béatrix a répondu au téléphone, l'air agacé. Quand je lui ai dit que j'étais à l'hôpital, que je crachais du sang, elle a fait une pause. Puis elle a dit, « Oh, Holden, ça tombe vraiment mal. Méric est incroyablement stressé par l'échec de sa dernière start-up. Nous espérions que tu pourrais nous avancer 5 000 $ pour qu'on puisse l'emmener dans un complexe hôtelier au Mexique, histoire de lui changer les idées. Tu trouves toujours des solutions. Fais juste le virement quand tu sortiras de l'hôpital. » Elle n'a pas demandé comment j'allais. Elle n'est pas venue me voir. Elle a demandé de l'argent pour des vacances alors que j'étais allongé dans un lit d'hôpital, avec une perfusion dans le bras. Ce jour-là, le Holden qu'il connaissait est mort. J'ai regardé ma vie et j'ai réalisé une vérité horrifiante. Méric était l'enfant chéri qui ne pouvait rien faire de mal, peu importe le nombre de ses échecs. Silas et Béatrix étaient les complices, se nourrissant de mon travail acharné pour financer les délires de grandeur de Méric. Et moi, j'étais l'enfant invisible, la bête de somme, le distributeur de billets. Je n'ai jamais été un fils ou un frère. J'étais un plan de secours financier. Méric portait des costumes sur mesure, payés par mes longues nuits à analyser des feuilles de calcul de chaînes d'approvisionnement. Il parlait de vision et de leadership, pendant que moi, je gérais réellement des centaines d'employés et résolvais de vrais problèmes. Il me méprisait parce que je travaillais dans une entreprise au lieu de poursuivre des rêves de start-up. Mais il n'avait absolument aucun problème à dépenser mon salaire d'entreprise. Alors, quand Méric a appelé pour réclamer mon chalet de montagne, ce n'était pas juste un inconvénient. C'était l'invasion finale, impardonnable. Je leur avais donné ma jeunesse, mon argent et ma santé. Ils n'allaient pas prendre ma maison. Je pensais être un lâche de toujours vouloir préserver la paix, mais j'avais tort. Ma patience avait simplement une limite très stricte, et Méric venait de la franchir aveuglément. Qu'auriez-vous fait si vos parents vous avaient demandé de l'argent pour des vacances pendant que vous étiez aux urgences? Les auriez-vous coupés de votre vie sur le champ? Au moment où j'ai raccroché avec Méric, le frère passif et choqué a disparu. Le directeur de la logistique a pris le dessus. J'ai passé toute ma carrière à gérer des situations de crise, à dérouter des cargos et à déjouer des désastres de chaînes d'approvisionnement. Ma famille pensait que j'étais une cible facile.
Ils avaient oublié ce que je faisais vraiment dans la vie. J'ai immédiatement ouvert mon ordinateur portable et j'ai pris des photos haute résolution de mon titre de propriété, de mes documents de clôture de vente et de ma pièce d'identité. Puis j'ai passé mon premier appel. C'était à Freya. Freya était l'avocate en immobilier qui avait géré la vente de mon chalet. C'était une femme affûtée comme un rasoir, pragmatique, qui fonctionnait entièrement sur la base des faits et des précédents juridiques. Je ne l'ai pas appelée pour pleurer. Je l'ai appelée pour construire une forteresse. J'ai expliqué la situation en moins de 2 minutes. Je lui ai dit que mon frère et mes parents arrivaient à 9h45 le lendemain matin avec un camion de déménagement, prétendant avoir des papiers légaux pour résider chez moi. Freya ne m'a pas offert de sympathie inutile. Elle a offert une stratégie. Ne les laissez pas poser un seul carton dans votre allée, a-t-elle ordonné. Je rédige une mise en demeure formelle et un avis d'interdiction d'accès dès maintenant. Je serai chez vous à 8h du matin. Mon deuxième appel a été pour un serrurier d'urgence, disponible 24 heures sur 24. J'ai payé le triple de son tarif habituel pour qu'il monte immédiatement la montagne. À 2h du matin, chaque porte extérieure du chalet avait été débarrassée de ses serrures traditionnelles. Nous avons installé des serrures intelligentes de qualité industrielle, très résistantes, avec des scanners biométriques et des pennes dormant en acier renforcé. J'ai ensuite passé 2 heures de plus à installer 4 caméras de sécurité haute définition autour du périmètre de la propriété. Une face à la route, une dans l'allée, une sur le porche d'entrée et une couvrant la terrasse arrière. Je ne me contentais pas de laisser ma famille à la porte. Je construisais un réseau de surveillance. Mais le vrai choc est arrivé alors que le soleil commençait à poindre derrière les montagnes. Freya m'a rappelé. Son ton était complètement différent. Il était froid et urgent. Holden, dit-elle, j'ai décidé de faire une vérification des registres publics des entreprises en utilisant votre nouvelle adresse, juste par sécurité. J'ai trouvé quelque chose. Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce que c'est? Il y a 6 semaines, exactement un jour après que votre offre sur le chalet a été officiellement acceptée, quelqu'un a enregistré une société à responsabilité limitée en utilisant cette adresse exacte comme siège principal. Je fixais aveuglément les lattes de bois du plancher. Quel est le nom de l'entreprise? Merrick Alpine Escape SARL, lut Freya à voix haute. Le silence dans la pièce était assourdissant. Mon propre frère avait rattaché une fausse entreprise à ma propriété avant même que j'aie les clés en main. Il avait planifié cela depuis le début. Il y a pire, continua Freya, son clavier cliquant rapidement en arrière-plan. Je viens de trouver une annonce sur un site de location de vacances de luxe. Ils ont utilisé les photos de votre annonce immobilière originale. Ils présentent le chalet comme un complexe écotouristique de premier choix. Holden, ils ont déjà accepté des acomptes pour 5 semaines de réservation pour l'été prochain. Une vague froide de réalisation m'a submergé. Ils ne venaient pas seulement s'incruster dans mes chambres d'amis parce qu'ils étaient fauchés. Ils avaient l'intention de gérer une entreprise hôtelière complètement frauduleuse depuis ma résidence privée, tout en me forçant à vivre en arrière-plan et probablement à payer toutes les factures de services publics. Ils pensaient que j'étais trop faible pour me battre. Ils pensaient que mon habitude de toujours éviter les conflits garantirait leur succès. Mais ils ne réalisaient pas qu'ils venaient de me donner toutes les munitions dont j'avais besoin pour détruire complètement leur vie. Ils s'attendaient à un paillasson de bienvenue. Je préparais un cimetière. Auriez-vous appelé la police tout de suite ou attendu de voir ce qu'ils feraient ensuite? L'air du matin au Colorado était vif et piquant, mordant mes poumons alors que je me tenais dans la cuisine avec une tasse de café noir. L'horloge au mur faisait un tic-tac bruyant. 9h40. Je regardais le flux en direct de la caméra de sécurité de mon allée sur une grande tablette posée sur l'îlot de la cuisine. Freya se tenait à côté de moi, vêtue d'un tailleur gris impeccable, organisant un épais dossier de documents. Elle ressemblait à un prédateur attendant que la cage s'ouvre. À 9h45 précise, le crissement de pneus lourds sur le gravier a résonné dans la vallée. Un énorme camion de déménagement blanc a reculé lentement dans ma longue allée sinueuse. L'audace pure de cette scène a fait bouillir mon sang. Ils avaient vraiment engagé des professionnels. Juste derrière le camion, le SUV de luxe noir et brillant de mon père soulevait un nuage de poussière. Ils se sont garés juste devant mon Porsche. J'ai regardé sur la caméra les portes s'ouvrir. Merrick est sorti le premier, du côté passager. Il portait des lunettes de soleil de marque, un pull en cachemire drapé sur ses épaules,
et des mocassins en cuir coûteux qui n'avaient rien à faire sur un chemin de terre en montagne. Il a étendu les bras, regardant la structure en bois de 3 étages de ma maison comme un roi inspectant ses terres conquises. Il avait l'air incroyablement fier de lui. Béatrix est sortie de la banquette arrière. Elle portait une grande plante monstra en plastique, ridiculement fausse, dans un pot décoratif. Je suppose que c'était censé être mon cadeau de pendaison de crémaillère, un bout de plastique bon marché pour adoucir le choc d'une invasion de domicile. Finalement, Silas est sorti du côté conducteur. Il arborait son expression habituelle d'autorité irritée. Sous son bras droit se trouvait une épaisse enveloppe de documents marrons. Il a aboyé un ordre aux 2 déménageurs assis dans la cabine du camion, leur faisant signe de se préparer à descendre la rampe. Mais il y avait quelqu'un d'autre. Un 4e homme est sorti de l'arrière du SUV, portant une lourde boîte à outils. Mes yeux se sont plissés. J'ai zoomé sur l'image de la caméra. Ils ont amené leur propre serrurier, nota Freya tranquillement, sa voix teintée d'incrédulité. Ils pensaient vraiment que vous pourriez essayer de les laisser dehors, alors ils ont amené un type pour percer vos portes. L'arrogance pure de la chose était à couper le souffle. Ils étaient prêts à s'introduire par effraction chez moi si j'osais leur refuser l'entrée. J'ai regardé Méric monter avec assurance les escaliers en bois menant au porche. Il a fouillé dans sa poche et en a sorti une clé neuve et brillante. Il avait dû voler mon double dans la poche de ma veste lors d'un bref dîner de famille un mois auparavant et en avait fait une copie. Il a glissé la clé dans le trou du pêne dormant. Ou plutôt, il a essayé. La clé a gratté inutilement contre le verre noir et lisse de la nouvelle serrure intelligente biométrique que j'avais installée quelques heures plus tôt. Méric s'est arrêté. Il a froncé les sourcils, enlevant ses lunettes de soleil pour fixer la poignée de la porte. Il a essayé de forcer la clé dans la fente de secours, mais elle ne rentrait pas. Silas a gravi les marches derrière lui. Qu'est-ce qui coince? Ouvre la porte. Les déménageurs nous facturent à l'heure. Méric a secoué la poignée violemment. Il a changé les serrures, a-t-il crié, sa voix se brisant de frustration. Le visage de Silas a viré à une vilaine nuance de violet. Il s'est avancé et a martelé ma lourde porte en chaîne de son poing. Holden, a-t-il beuglé, le son résonnant dans l'air calme de la montagne. Arrête de jouer à ces jeux d'enfants. Ouvre cette porte tout de suite. On a un emploi du temps à respecter. J'ai regardé Freya. Elle m'a fait un seul signe de tête sec. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Je ne l'ai pas ouverte complètement. J'ai désengagé la serrure intelligente et j'ai ouvert la lourde porte de quelques centimètres seulement, en gardant la solide chaîne de sécurité en acier fermement en place. Méric m'a fusillé du regard à travers l'ouverture. Ouvre la porte, Holden. On ne rigole pas. Béatrix s'est frayé un chemin, brandissant la plante en plastique avec un sourire artificiel et forcé. Chérie, s'il te plaît. Nous t'avons apporté une belle plante pour l'entrée. Laisse-nous entrer avant que tu ne fasses une scène et que les voisins nous voient. Le voisin le plus proche est à 5 kilomètres, ai-je dit, ma voix monocorde est totalement dépourvue d'émotion. Et vous n'entrerez pas. Silas a poussé Méric de côté et m'a regardé à travers la fente. Assez de ce théâtre dramatique, Holden. J'ai le contrat de résidence légale ici même, dans ma main. Maintenant, enlève cette chaîne de la porte avant que je ne demande à mon serrurier de la percer. Le serrurier, qui se tenait en bas des escaliers, a effectivement levé sa perceuse. Mais avant qu'il ne puisse appuyer sur la gâchette, une voix a retenti depuis l'ombre du porche qui faisait le tour de la maison. Je ne pense vraiment pas que vous ayez envie d'endommager cette porte, monsieur. Méric s'est retourné brusquement. Silas s'est figé. C'est là que le jeu a changé. Êtes-vous prêt à voir ma famille paniquer? Sortant de l'angle mort du porche se trouvaient l'agent Cachion et l'agente Lyra du bureau du shérif du comté. Ils étaient en uniforme complet, leurs mains posées nonchalamment sur leur ceinture de service. J'avais appelé la ligne non urgente à 6 heures du matin, fourni les documents de Freya sur l'intrusion imminente, et demandé une présence civile pour éviter une rupture de la paix. L'expression sur les visages de ma famille était quelque chose que je chérirais jusqu'à la fin de mes jours. La bouche de Méric s'est littéralement ouverte. Le sourire suffisant et arrogant a disparu instantanément, remplacé par une panique aux yeux écarquillés. Béatrix a halté, ses mains tremblant si violemment qu'elle a laissé tomber la plante monstra en plastique. Elle a heurté la terrasse en bois avec un bruit sourd,
la fausse terre se répandant sur mon porche propre. Silas, cependant, a réagi avec une rage pure et sans mélange. Son visage est devenu cramoisi. Il s'est éloigné de la porte et a pointé un doigt accusateur vers les agents. « Qu'est-ce que cela signifie » a exigé Silas, sa voix tonitruante. « Pourquoi la police est-elle chez moi ?»« En fait, monsieur, » a dit l'agente Lyra, sa voix incroyablement calme et posée. « Ce n'est pas votre maison. Nous sommes ici à la demande du propriétaire légal pour empêcher une violation de propriété. » Silas a ricané bruyamment, agitant l'enveloppe marron en l'air comme une arme. « Violation de propriété ? C'est absurde. C'est mon fils. J'ai un contrat de résidence juridiquement contraignant ici même. Il ne peut pas nous laisser dehors. Nous sommes des locataires officiels. » J'ai fait glisser la lourde chaîne d'acier et j'ai ouvert la porte en grand, sortant sur le porche. Freya est sortie juste derrière moi, son expression indéchiffrable. « Je ne vous ai pas invité ici, » ai-je dit, en regardant directement dans les yeux furieux de mon père. « Je vous ai dit de ne pas venir. » Silas m'a complètement ignoré, reportant son attention sur l'agent Cachion. Il a sorti une épaisse liasse de papier de l'enveloppe et les a tendus vers le policier. « Regardez ça » a-t-il crié. « Mon fils nous a accordé un bail de 5 ans sur cette propriété. Le loyer est légalement fixé à $1 par an, à titre de considération familiale. Il l'a signé lui-même. Nous avons le droit de déménager nos affaires à l'intérieur immédiatement. » L'agent Cachion n'a pas pris les papiers. Il les a simplement regardés, puis m'a regardé. « Est-ce vrai, monsieur ? Avez-vous signé un contrat de bail ?» Avant même que je puisse ouvrir la bouche, Freya s'est avancée. Elle a tendu la main vers mon père. « Je suis Freya Reynolds, conseil juridique du propriétaire, » a-t-elle dit, sa voix assez tranchante pour couper du verre. « Puis-je voir ce document ?» Silas l'a regardé avec mépris. « C'est une affaire de famille. Ça n'a rien à voir avec une avocate hors de prix qu'il a engagée pour faire un caprice. Cela devient mon affaire, » a contré Freya doucement, quand vous présentez à la police un document qui prétend que mon client a renoncé à ses droits de propriété. Laissez-moi le voir, maintenant. Réalisant à contre-cœur que la police le surveillait de près, Silas a remis les papiers. Freya a feuilleté le document de 6 pages. J'ai vu ses yeux parcourir le texte rapidement. Quand elle a atteint la dernière page, elle s'est arrêtée. Un sourire froid a touché les coins de sa bouche. Elle a retourné le document pour que les agents et moi puissions voir la ligne de signature en bas. Là, griffonné à l'encre noire, se trouvait mon nom, mais il ne ressemblait en rien à ma véritable signature. Les boucles étaient toutes fausses. La pression était inégale. On aurait dit un enfant tenant un stylo trop serré, essayant désespérément de décalquer une photo de mon écriture. C'était une contrefaçon pathétique et amateur. « Quand prétendez-vous exactement que mon client a signé ceci ?» a demandé Freya, en levant les yeux vers Silas. Silas s'est redressé, bombant le torse pour projeter l'autorité. Il l'a signé chez nous, pendant le dîner de Thanksgiving. C'était un accord familial. Nous en avons tous été témoins. Béatrix a hoché la tête vigoureusement, ses yeux passant nerveusement des policiers à l'un, puis à l'autre. Oui, Thanksgiving. Nous étions tous assis autour de la table. Il était si heureux de nous aider. Je les ai regardés. Ils mentaient à la police sans la moindre hésitation. Ils étaient parfaitement prêts à commettre une fraude pour me voler ma maison. Ça devient intéressant, n'est-ce pas? Si vous aimez voir ma famille pleine de droits tomber droit dans un piège, merci de cliquer sur le bouton j'aime, de vous abonner à, et de commenter avec le nom de la ville où vous vivez en ce moment. Chaque commentaire aide la vidéo à atteindre plus de gens. Merci beaucoup. Maintenant, voyons comment Freya détruit leur mensonge de Thanksgiving. Freya a laissé échapper un petit rire moqueur qui a parfaitement résonné dans le silence tendu du porche. Thanksgiving, a-t-elle répété, en s'assurant que les agents l'entendent clairement. Vous êtes absolument certain qu'il a signé ce document chez vous, en personne, le jour de Thanksgiving? Bien sûr que j'en suis certain, a claqué Silas, sa patience s'évaporant. J'étais juste à côté. Freya a fouillé dans son dossier et en a sorti une copie couleur de mon passeport ainsi qu'une pile de reçus imprimés. Elle les a remis directement à l'agente Lyra. C'est absolument fascinant, a dit Freya, sa voix dégoulinante de sarcasme.
Parce que selon ses tampons de la douane américaine, ses cartes d'embarquement et ses reçus d'hôtel, mon client a passé toute la semaine de Thanksgiving à Tokyo, au Japon, pour mener un audit de la chaîne d'approvisionnement pour son ancien employeur. À moins qu'il n'ait découvert un moyen de se téléporter à travers l'océan Pacifique pour le dîner de dinde, cette signature est une contrefaçon flagrante. Le silence qui a suivi était absolu. On pouvait entendre le vent bruire dans les aiguilles de pin. Le visage de Silas est devenu complètement vide. Sa mâchoire bougeait, mais aucun son n'en sortait. Il a regardé Béatrix, qui a soudainement trouvé ses chaussures incroyablement intéressantes. Méric a reculé d'un pas, heurtant la balustrade en bois. Il a enlevé son pull en cachemire, l'air soudainement très en sueur malgré la fraîcheur de la montagne. « Attendez » a-t-il balbutié. Peut-être que ce n'était pas Thanksgiving. Peut-être que c'était Noël. Papa, tu as probablement juste confondu les dates. Freya n'a pas perdu une seconde. Elle a pointé un doigt manucuré vers le sceau de notaire placé à côté de la fausse signature. Bien essayé, a-t-elle dit. Mais ce sceau appartient à un notaire public dont la commission a officiellement expiré il y a 14 mois. Vous avez utilisé un sceau invalide pour notarier une fausse signature à une fausse date. Ce n'est pas un malentendu. C'est un crime. Les deux déménageurs, qui avaient observé toute la scène depuis la cabine de leur camion, ont lentement remonté leurs vitres et coupé le moteur. Même le serrurier que Silas avait engagé a discrètement ramassé sa perceuse et a commencé à reculer dans l'allée. Il ne voulait absolument rien avoir à faire avec ça. L'agent Cachon s'est avancé vers Silas. « Monsieur, présenter des documents légaux falsifiés pour revendiquer une résidence est une infraction grave. Je vous suggère de remballer votre véhicule et de quitter cette propriété immédiatement, avant que cela ne dégénère en arrestation. » Silas avait l'air sur le point d'exploser. Les veines de son cou étaient saillantes. « Tu ne peux pas faire ça, » m'a-t-il crié. « Je suis ton père. Tu nous dois tout. Nous t'avons tout donné. Tu n'es rien sans cette famille. » Méric a poussé notre père, désespéré de reprendre le contrôle. Il m'a fusillé du regard, essayant d'utiliser la routine intimidante du grand frère qui avait fonctionné pendant 30 ans. « Écoute-moi bien, Holden, » a sifflé Méric. « Tu dois arrêter ce cirque tout de suite. Arrête de nous mettre dans l'embarras devant les flics. On a déjà fait suivre notre courrier à cette adresse. On a déjà commencé à faire suivre les factures. Nous avons établi notre résidence ici, que ça te plaise ou non. » Il pensait me menacer. Il pensait que les échappatoires légales de la livraison du courrier me forceraient à les laisser rester. Au lieu de ça, il m'a tendu la clé finale de sa propre destruction. « Merci, Méric, ai-je dit doucement. J'avais vraiment besoin que tu admettes ça officiellement, devant les forces de l'ordre. » À cette seconde précise, mon téléphone portable a vibré violemment dans ma poche. Ce n'était pas un SMS. C'était une alerte en temps réel, de haute priorité, de mon service premium de protection contre le vol d'identité. J'ai sorti le téléphone et j'ai regardé l'écran. Mon sang s'est glacé, puis a immédiatement bouilli. J'ai levé les yeux vers Méric. Ma voix était dangereusement calme. « Tu as établi ta résidence ?» ai-je demandé. « C'est pour ça que tu as enregistré une fausse société appelée Méric Alpine Escape SARL en utilisant l'adresse de ma maison. » Les yeux de Méric se sont écarquillés de terreur pure. Il a cessé de respirer. J'ai tourné l'écran de mon téléphone pour que Freya et les agents puissent le voir. Une demande pour une ligne de crédit commercial non garantie de 150 000 $ vient d'être soumise il y a 3 minutes, ai-je annoncé, en m'assurant que ma voix portait. Le demandeur est Méric Alpine Escape SARL. Et le garant personnel listé sur la demande, c'est moi. L'air est devenu glacial. Méric n'avait pas seulement essayé de voler ma maison. Il avait volé mon identité, et il essayait activement de me coller une dette de 150 000 $, tout en se tenant sur mon Porsche. Le point culminant approche. L'enfant chéri est sur le point de tout perdre. Êtes-vous prêt pour la vengeance ultime? L'air sur le Porsche est devenu complètement glacial. On pouvait entendre le faible cri d'un corbeau quelque part au fin fond des pins, mais parmi les humains debout sur ma terrasse en bois, il y avait un silence absolu et suffocant. Méric fixait l'écran lumineux de mon téléphone comme si c'était un serpent venimeux sur le point de lui mordre le visage. L'alerte de mon service de surveillance d'identité était limpide.
quelqu'un avait demandé une ligne de crédit commercial de 150 000 $ au nom de Méric Alpinescap, et ils avaient utilisé mon numéro de sécurité sociale et mon nom comme garant personnel. Méric a fait un pas en arrière chancelant. Ses lunettes de soleil de marque ont glissé sur son nez. Il a levé les mains dans un geste défensif, sa voix perdant soudainement toute son arrogance. « Holden, écoute-moi » a-t-il balbutié, la sueur commençant à perler sur son front malgré la fraîcheur de la montagne. « C'est juste une demande préliminaire. Je te jure, je n'ai pas retiré un seul dollar. C'était juste pour sécuriser le capital d'exploitation. On allait l'utiliser pour améliorer le chalet, pour créer de la valeur pour toute la famille. Je faisais ça pour nous aider tous. » Je l'ai regardé avec une froideur que je ne me connaissais pas. En quoi me coller une dette commerciale à taux d'intérêt élevé de 150 000 $ m'aide-t-il, Méric, ai-je demandé, ma voix dangereusement basse. Silas s'est avancé, essayant de sauver son autorité en miettes. Il a pointé un doigt épais vers Freya. « Elle te remplit la tête de non-sens juridique » a-t-il beuglé, bien que sa voix manquât de son tonnerre intimidant habituel. « Nous avons contribué à cette famille pendant des décennies. Nous t'avons élevé. Nous t'avons soutenu. Cette immense maison vide n'existe que parce que nous avons fait de toi un homme qui a réussi. Tu nous dois ta prospérité. » J'ai failli rire. L'illusion nécessaire pour croire une telle déclaration était stupéfiante. Au lieu d'argumenter, je me suis tourné vers le dossier épais que Freya tenait. J'en ai sorti une seule feuille de papier de qualité. C'était une feuille de calcul avec des codes couleurs, imprimée le matin même. J'ai tenu le papier pour que le soleil du matin illumine les chiffres. « Parlons des contributions » ai-je dit, en regardant directement dans les yeux de mon père. Parce que contrairement à vous, je ne fonctionne pas sur la manipulation émotionnelle. Je fonctionne sur des données brutes. Cette feuille de calcul détaille chaque transaction financière entre mes comptes bancaires et les vôtres au cours des 12 dernières années. J'ai commencé à lire les chiffres à voix haute, en m'assurant que les deux policiers entendaient chaque mot. Quand j'avais 25 ans, j'ai payé 45 000 $ pour régler les procès des fournisseurs de l'application de livraison ratée de Méric. Au cours des 4 dernières années, j'ai payé les primes d'assurance automobile pour vos 2 véhicules. Il y a 3 ans, j'ai couvert une chirurgie dentaire d'urgence de 8 000 $ pour mère. Et pendant les 60 derniers mois, j'ai discrètement viré 1 200 $ le premier de chaque mois pour empêcher que votre maison ne soit saisie. J'ai fait une pause, laissant les chiffres flotter dans l'air froid. Le total de ma contribution financière à cette famille depuis que j'ai obtenu mon diplôme est exactement de 112 450 $. L'acompte pour ce chalet de montagne provient entièrement de la vente de mon condominium en ville et de mon portefeuille d'investissement personnel. Vous n'avez absolument rien contribué à cette propriété. Vous n'avez rien contribué à ma vie, à part du stress et une hémorragie financière. Béatrix a laissé échapper un sanglot dramatique, se tenant la poitrine. « Comment peux-tu être si cruel » a-t-elle gémi, des larmes coulant sur son visage. « Nous sommes ta chair et ton sang. Nous sommes ta famille. » Je l'ai regardée, ne ressentant absolument rien. Mon cœur, qui avait l'habitude de se briser chaque fois qu'elle pleurait, semblait être de pierre. J'ai fouillé dans ma poche et j'ai sorti mon smartphone. J'ai déverrouillé l'écran, ouvert mon application bancaire principale, et navigué jusqu'au menu des virements programmés. J'ai tenu l'écran pour que Béatrix et Silas puissent le voir. Le virement mensuel récurrent pour leur hypothèque était clairement visible. La famille ne falsifie pas de signature pour voler des maisons, ai-je dit doucement. La famille ne vole pas d'identité pour financer de fausses entreprises. J'ai appuyé sur le bouton rouge supprimer. Une demande de confirmation est apparue. J'ai appuyé sur confirmer. À partir de cette seconde exacte, le robinet financier est définitivement fermé, ai-je déclaré. Je ne paierai plus pour vos erreurs. Je ne financerai plus votre style de vie. Vous êtes entièrement livré à vous-même. L'agent Cachon s'est interposé entre mon père et moi. Il a posé sa main sur sa ceinture de service. Je pense que nous avons terminé ici, a dit l'agent fermement. Vous devez retourner dans vos véhicules et quitter cette propriété privée immédiatement. Si vous tentez d'entrer dans cette maison, ou si vous revenez sans une ordonnance du tribunal, vous serez arrêté pour violation de propriété. Les déménageurs avaient déjà démarré le camion. Méric avait l'air absolument anéanti. Silas avait l'air furieux, mais il savait qu'il était vaincu. Alors qu'il se tournait pour descendre les marches,
laissant la plante en plastique cassée dans la saleté, je savais que cette bataille était gagnée. Mais je savais aussi que la guerre était loin d'être terminée, car ma famille était sur le point de déchaîner son arme favorite, les singes volants. Le temps que le camion de déménagement et le véhicule de luxe de Silas disparaissent sur la route de montagne sinueuse, il était presque midi. J'ai invité Freya à entrer et nous nous sommes assis à l'immense îlot de cuisine en granit avec des tasses de café frais. L'adrénaline quittait lentement mon système, remplacée par une douleur profonde et épuisante dans mes os. Mais je n'avais pas le temps de me reposer. Mon téléphone, posé sur le comptoir, a commencé à vibrer. Il a vibré une fois, puis deux. Puis il a éclaté en une vibration continue et frénétique. Je l'ai pris et j'ai regardé l'écran. J'avais 17 appels manqués. Ils provenaient de ma tante Juno, de mon cousin Liam, de mon oncle Robert, et de plusieurs autres membres de la famille élargie. La campagne de dénigrement avait officiellement commencé. Silas et Beatrix n'avaient pas perdu une seule minute. Au moment où ils ont perdu la bataille sur mon porche, ils ont commencé à appeler tous les parents de notre arbre généalogique, jouant les victimes d'un fils cruel, sans cœur et riche. J'ai tapé sur ma messagerie vocale. La voix de tante Juno a rempli la cuisine, stridente et dégoulinante d'indignation vertueuse. « Holden, je n'arrive pas à croire ce que j'entends », a-t-elle pratiquement crié au téléphone. « Ta mère est en larmes. La tension artérielle de ton père est au plafond. Tu les as invités à emménager dans ta nouvelle maison, tu les as laissés emballer toutes leurs affaires, et ensuite tu leur tends une embuscade avec la police. Tu es un monstre. L'argent t'a complètement changé. Tu abandonnes tes parents âgés dans leurs moments de besoin. Rappelle-moi immédiatement et explique-toi. » Freya a pris une gorgée de son café et a haussé un sourcil. « Les singes volants sont arrivés », a-t-elle noté sèchement. « Quel est votre plan? Allez-vous la rappeler et vous défendre? » J'ai secoué la tête. L'ancien Holden aurait passé des heures au téléphone à pleurer, à s'excuser, à essayer désespérément d'expliquer la vérité à des gens qui avaient déjà décidé de me détester. Je me serais épuisé à essayer de prouver mon innocence. Mais le directeur de la logistique savait mieux. On ne gagne pas une guerre de désinformation avec des appels téléphoniques émotionnels. On la gagne avec des données documentées. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai rédigé un unique email concis. J'ai placé les adresses email de chaque parent qui m'avait appelé ou envoyé un SMS dans la ligne de copie carbone invisible. Je ne voulais pas qu'il fasse un de répondre à tous et déclenche une dispute familiale chaotique. L'email contenait exactement 4 phrases. Je n'ai invité personne à emménager chez moi. Je n'ai pas signé le contrat de bail ci-joint, comme en témoigne le sceau de notaire expiré et mon passeport prouvant que j'étais au Japon à la date présumée. Mon nom et mon adresse ont été utilisés sans ma permission pour obtenir un crédit commercial frauduleux et collecter des acomptes de location de vacances non autorisés. Je coopère actuellement avec les forces de l'ordre et les institutions financières, et je vous demande de ne pas me contacter pour me pousser à accepter une conduite criminelle. Ensuite, j'ai joint les fichiers. J'ai joint le contrat de bail falsifié. J'ai joint le numéro du rapport d'incident de la police et, plus important encore, j'ai joint l'enregistrement public de l'entreprise Merrick Alpine Escape, montrant Merrick comme unique fondateur utilisant mon adresse. J'ai survolé le bouton d'envoi avec ma souris, j'ai pris une profonde inspiration, et j'ai cliqué. La vérité était maintenant dans la nature. Je n'ai pas eu à attendre longtemps pour l'explosion. Moins de 20 minutes plus tard, mon téléphone a de nouveau sonné. C'était tante Juno. Je l'ai laissé sonner 3 fois avant de répondre calmement. « Bonjour, tante Juno », ai-je dit. Quand elle a parlé, la colère vicieuse et moralisatrice avait complètement disparu. Sa voix était tremblante, faible, et remplie d'une panique absolue. « Holden », a-t-elle murmuré. « Est-ce que c'est vrai? Est-ce que cet enregistrement d'entreprise est vrai? C'est un document public, ai-je répondu calmement. Vous pouvez le vérifier vous-même sur le site web de l'État. J'ai entendu une forte inspiration à l'autre bout du fil. Puis elle a commencé à pleurer. Mais cette fois, ce n'était pas pour mes parents. C'était pour elle-même. Ton père m'a appelé il y a 2 mois, a-t-elle sangloté, les mots sortant de sa bouche en un flot précipité. Il m'a envoyé une magnifique brochure de présentation. Il y avait ton nom dessus. Il disait que tu étais l'associé gérant d'une nouvelle entreprise familiale d'éco-resort à la montagne.
Il a dit que la propriété était déjà acquise et qu'il cherchait des investisseurs familiaux fondateurs pour construire un nouveau quai et installer des jacuzzis de luxe. Il a promis un rendement annuel garanti de 20%. Mon estomac s'est serré. Combien lui as-tu donné, Juno, ai-je demandé, redoutant la réponse. 35 000 $, a-t-elle pleuré. C'était mes économies pour la retraite. Il a dit que le premier chèque de dividende arriverait en septembre. Holden, ils m'ont envoyé des photos de la maison. Ils ont dit que tu étais trop occupé à gérer les rénovations pour m'appeler toi-même. Ils n'avaient pas seulement menti pour sauver la face. Ils avaient activement utilisé le fantasme de ma magnifique nouvelle maison pour escroquer nos propres parents de leurs économies avant même que j'aie fini de faire mes cartons en ville. Tante Juno n'était pas la seule victime. À 15 h cet après-midi-là, 2 autres cousins ont répondu à mon email. Ils avaient également été approchés. L'un avait sagement refusé. L'autre avait viré 10 000 $ à la fausse société de Méric. Les singes volants avaient soudainement réalisé qu'ils ne défendaient pas des parents innocents. Ils défendaient des voleurs qui leur avaient fait les poches. Le soleil a plongé derrière les crêtes des montagnes, projetant de longues ombres sombres sur la forêt de pins. La première nuit dans ma nouvelle maison aurait dû être un moment de célébration, un moment pour s'asseoir près de l'immense cheminée en pierre avec un verre de bourbon coûteux. Au lieu de cela, j'étais assis dans ma cuisine sombre, les yeux rivés sur les écrans lumineux de mes moniteurs de sécurité. Je connaissais Silas. Je savais que sa fierté ne lui permettrait pas d'accepter la défaite avec grâce. Il considérait mon indépendance comme une insulte personnelle, et il considérait ma propriété comme son royaume légitime. À 1h15 du matin précise, le détecteur de mouvement de la caméra faisant face au portail principal de l'allée s'est déclenché. Une alerte silencieuse a clignoté sur ma tablette. Je me suis penché vers l'écran. Une silhouette sombre se déplaçait à travers les hautes herbes le long du portail en fer forgé. C'était Silas. Il portait une veste sombrée, dans ses mains, il tenait une énorme paire de coupe-boulons. Il s'est approché de la grosse chaîne en acier que j'avais enroulée autour des poteaux du portail. Il essayait vraiment de s'introduire par effraction sous le couvert de l'obscurité. Je n'ai pas crié à travers le haut-parleur de la caméra. Je n'ai pas allumé les projecteurs. J'ai simplement pris mon téléphone et j'ai composé la ligne directe de l'agent Cachion, qui avait promis de garder une voiture de patrouille stationnée près de la base de la route de montagne. Moins de 4 minutes plus tard, des lumières rouges et bleues ont soudainement clignoté à travers les arbres, illuminant Silas comme un cerf pris dans les phares. Il a laissé tomber les coupe-boulons dans la terre et a levé les mains en l'air. La caméra a capturé toute la scène humiliante en haute définition. L'agent Cachion lui a infligé une citation à comparaître officielle pour violation de propriété et tentative de destruction de biens. Il a été forcé de retourner à sa voiture dans le froid glacial, escorté par la police. J'ai dormi profondément le reste de la nuit, mais le désespoir des animaux acculés ne connaît pas de limite. Le lendemain matin, Freya m'a appelé pendant que je préparais le petit déjeuner. Sa voix était un mélange d'amusement et de dégoût professionnel. « Votre père n'abandonne pas, Holden », a-t-elle dit. Il vient d'envoyer un email à l'adresse officielle de mon cabinet d'avocat. Il menace d'intenter une action en justice pour réclamer une participation de 50% dans votre chalet. Pour quel motif, ai-je demandé, en retournant une crêpe dans la poêle. Il a joint une capture d'écran d'une transaction bancaire, a expliqué Freya. Il prétend que c'est la preuve absolue qu'il a fourni le financement principal pour votre acompte. La capture d'écran montre un virement de 60 000 $ de son compte au vôtre. La ligne de mémo sur le virement indique clairement, près de papa pour l'achat de la maison de montagne. Il dit que cela prouve que vous avez agi en tant que son agent et que la maison appartient à la fiducie familiale. J'ai éteint la cuisinière. 60 000 $. Je me suis dirigé vers mon classeur. En tant que directeur de la logistique, je tenais des dossiers méticuleux, obsessionnels. Je gardais chaque relevé bancaire, chaque déclaration de revenus, chaque reçu datant de 15 ans. J'ai sorti un lourd classeur gris étiqueté avec l'année d'il y a 8 ans. J'ai trouvé le relevé bancaire exact. J'en ai pris une photo et l'ai envoyée par email à Freya pendant que nous étions encore au téléphone. Regardez le relevé original que je viens de vous envoyer, lui ai-je dit. Il y a 8 ans, la concession automobile de Silas était au bord de la faillite. Il m'a supplié de lui faire un prêt-relais pour payer les salaires. Je lui ai prêté exactement 60 000 $. Il lui a fallu 5 ans pour me rembourser.
Freya est restée silencieuse un moment en ouvrant le fichier. Je le vois, a-t-elle dit. Il ne vous a pas envoyé un vrai relevé bancaire, Freya, ai-je expliqué, ressentant un sombre sentiment de satisfaction. Il a pris une capture d'écran numérique de mon prêt original à lui, datant d'il y a 8 ans. Il a utilisé un logiciel de retouche photo pour inverser le sens du virement, faisant croire que l'argent allait de lui à moi. Puis il a effacé numériquement la ligne de mémo originale, qui disait le prêt de sauvetage de la concession, et a tapé prêt de papa pour l'achat de la maison de montagne. Il a apporté un JPEG fait sur Photoshop à un duel juridique, a dit Freya, sa voix remplie d'une joie prédatrice. Et ça ne s'arrête pas là, a-t-elle continué. Je viens de passer son fichier image dans un outil d'extraction de métadonnées. L'empreinte numérique cachée sur la capture d'écran montre que l'image a été recadrée, modifiée et enregistrée avec Adobe Photoshop à exactement 2h45 ce matin, juste après être rentré chez lui après avoir été cité pour violation de propriété à votre portail. Il était si désespéré, si aveuglé par son propre sentiment de droit qu'il a commis une contrefaçon numérique et l'a soumise comme preuve à un auxiliaire de justice. Freya a rédigé un email dévastateur mais poli à Silas. Elle l'a informé que la soumission de documents financiers fabriqués dans le but d'extorquer des biens était une infraction pénale grave. Elle a joint le rapport de métadonnées et mon relevé bancaire original. Elle a conclu l'email en déclarant que toutes les communications futures devraient passer par son bureau et que tout contact supplémentaire serait considéré comme du harcèlement. Nous avions complètement démantelé leur invasion. Chaque mensonge, chaque contrefaçon, chaque manipulation avait été contrée par des faits froids et concrets. Il était maintenant temps de sortir la bataille de l'ombre et de la mener dans la lumière crue et impitoyable d'une salle d'audience. 3 semaines plus tard, l'air vif de la montagne avait cédé la place à un ciel gris et lourd. Je me suis retrouvé assis sur les bancs en bois poli du palais de justice du comté. L'air à l'intérieur sentait la cire et le vieux papier. J'étais là pour demander une injonction permanente, une ordonnance restrictive formelle qui interdirait légalement à Silas, Béatrix et Méric de s'approcher à moins de 500 mètres de ma propriété ou de me contacter, de quelque manière que ce soit, à jamais. Je me suis assis tranquillement à côté de Freya. Je portais un costume bleu marine sur mesure, projetant le calme et la stabilité. De l'autre côté de l'allée se trouvait ma famille. Ils avaient l'air complètement différent des envahisseurs arrogants qui s'étaient présentés dans mon allée. Méric avait l'air épuisé, ses vêtements de marque froissés. Béatrix serrait un mouchoir, ses yeux rouges et gonflés. Silas, cependant, rayonnait toujours d'une fierté têtue et insensée. Il avait refusé d'engager un avocat, convaincu que sa seule force de personnalité et son autorité patriarcale suffiraient à convaincre la juge. La juge était une femme à l'air sévère, avec des cheveux gris tirés en un chignon serré. Elle avait la réputation d'une tolérance zéro en matière de harcèlement domestique et de litige foncier. Quand ce fut son tour de parler, Silas se leva et s'approcha du pupitre. Il ne présenta pas d'arguments juridiques. Il offrit une performance théâtrale. Il parla fort, agitant les mains, parlant de la façon dont le monde moderne avait oublié le sens de la famille. Il dit à la juge que les parents possèdent un intérêt moral non écrit dans tout ce que leurs enfants accomplissent. Il prétendit que j'étais émotionnellement instable, que j'avais fait une dépression nerveuse après avoir quitté mon travail, et que Freya était une avocate prédatrice me manipulant pour que je déteste ma propre chair et mon propre sang. Il parla pendant 10 minutes. La juge le laissa parler, son expression complètement indéchiffrable. Quand il fut enfin à bout de souffle, la juge se pencha en avant et ajusta ses lunettes. « Monsieur Silas, dit-elle, sa voix résonnant sèchement dans la pièce silencieuse. Vous avez longuement parlé de vos droits moraux perçus. Maintenant, j'aimerais voir vos droits légaux. Avez-vous un titre de propriété valide? Avez-vous un contrat de bail légitime qui n'a pas été signé avec un sceau de notaire expiré alors que le propriétaire était dans un pays étranger? Avez-vous un relevé bancaire vérifié prouvant un investissement financier? Silas hésita. Il sortit nerveusement la capture d'écran imprimée du virement de $60 000 modifié. J'ai fourni ce relevé bancaire à la partie adverse, marmonna-t-il. Freya se leva doucement. Votre honneur, dit-elle en remettant une pile de papiers certifiés à l'huissier. Nous avons fourni à la cour les relevés bancaires certifiés originaux prouvant que cette transaction était un prêt de mon client à son père il y a 8 ans. Nous avons également inclus une analyse des métadonnées prouvant que le défendeur a modifié numériquement l'image à 2 heures du matin pour inverser le flux des fonds et changer la ligne de mémo. La juge regarda les documents certifiés. Puis elle regarda Silas.
Le regard de dégoût absolu sur son visage était quelque chose que je n'oublierai jamais. « Votre fils n'est pas une banque, monsieur, » dit la juge, sa voix baissant à un registre dangereux. « Votre fils n'est pas un actif que vous pouvez utiliser, et il n'est certainement pas une victime que vous pouvez escroquer. Votre comportement est flagrant, manipulateur, et frise l'extorsion criminelle. » Elle abattit son marteau en bois. Le son résonna comme un coup de feu. « L'injonction permanente est accordée, » déclara la juge. « Il vous est interdit de vous approcher de la résidence du demandeur, de son lieu de travail, ou de communiquer avec lui de quelque manière que ce soit. De plus, je transmets le contrat de bail fabriqué et les documents financiers modifiés au bureau du procureur pour une enquête criminelle complète pour fraude. » La séance est levée. Silas s'effondra physiquement sur sa chaise. La couleur avait complètement quitté son visage. Béatrix enfouit son visage dans ses mains et se mit à pleurer ouvertement. Mais la dévastation n'était pas terminée. Alors que nous sortions dans le large couloir de marbre du palais de justice, un homme en costume gris impeccable sortit de derrière un pilier de marbre. C'était Tehan, l'ancien partenaire commercial de Méric de l'application de livraison de repas ratés des années auparavant. Il était accompagné d'un huissier de justice. L'huissier se dirigea directement vers Méric et lui colla une épaisse liasse de papiers juridiques contre la poitrine. Méric les attrapa instinctivement. « Vous avez été assigné », dit l'homme platement avant de se retourner et de s'éloigner. Tehan regarda Méric avec une satisfaction froide. « Tu pensais pouvoir lancer une nouvelle société de villégiature de luxe alors que tu nous dois encore, à moi et aux autres investisseurs, 200 000 $, demanda Tehan. Nous avons suivi ta nouvelle SARL. Nous savons que tu as perçu des acomptes. Nous te poursuivons pour chaque centime. Méric, tu es fini. » Béatrix se détacha de Silas et courut vers moi. Elle m'attrapa le bras, ses doigts s'enfonçant dans la veste de mon costume. « Holden, s'il te plaît, » supplia-t-elle, des larmes coulant sur son visage, ruinant son maquillage. « S'il te plaît, tu dois arrêter ça. Dis à la juge que tu retires l'ordonnance. Donne à Méric l'argent pour payer Tehan. Tu ne peux pas laisser ton frère aller en prison. Tu es en train de détruire cette famille. » Je baissai les yeux sur ses mains, agrippé à mon bras. Je ressentis une brève lueur de l'ancienne culpabilité, le conditionnement de toute une vie qui me disait de me sacrifier pour les sauver. Mais je me suis alors souvenu de la chambre d'hôpital. Je me suis souvenu des acomptes volés. Je me suis souvenu de la signature falsifiée. J'ai doucement mais fermement retiré ses doigts de ma veste. « Je n'ai pas détruit cette famille, mère, » dis-je doucement. « J'ai juste cessé d'être la fondation sur laquelle vous avez construit vos mensonges. » Je leur ai tourné le dos et je me suis dirigé vers les ascenseurs avec Freya. Je n'ai pas regardé en arrière. Les conséquences financières de leurs actions sont arrivées bien avant que les enquêtes criminelles ne se concluent. Ce fut un effet domino spectaculaire de ruine, et je l'ai observé se dérouler depuis la sécurité tranquille de mon chalet de montagne. D'abord, la plateforme de location de vacances de luxe a conclu son enquête interne. Armée de l'injonction permanente, du rapport de police concernant le bail falsifié, et du titre de propriété certifié que Freya avait fourni, la plateforme a banni de façon permanente le compte de Méric. Ils ont immédiatement gelé le système de traitement des paiements rattaché à Méric Alpine Escape SARL. La plateforme a ensuite initié de force des rejets de débit. Ils ont remboursé l'intégralité des 45 000 $ aux vacanciers en colère qui avaient réservé des séjours d'été chez moi. Comme Méric avait déjà dépensé une partie de ses acomptes pour ses vêtements de marque, ses dîners coûteux et la location initiale du camion, son compte bancaire professionnel a plongé profondément dans le négatif. La société de traitement des paiements a par la suite intenté une action en recouvrement de créances contre lui pour récupérer le manque à gagner. Entre le processeur de paiement, le procès civil massif de Tehan pour fraude commerciale antérieure, et les parents en colère exigeant le remboursement de leur investissement, Méric était complètement enseveli. Son véhicule de luxe en leasing a été saisi au milieu de la nuit. Il a été contraint de se déclarer en faillite complète. L'État a dissous sa SARL frauduleuse car il ne pouvait pas se permettre de payer les frais de dépôt obligatoires. L'enfant chéri, l'entrepreneur visionnaire de la tech, a été complètement démasqué comme un fraudeur. Mais la chute la plus dure fut celle de Silas et Béatrix. Leur réalité financière était un fragile château de cartes, et j'avais été la seule chose qui empêchait le vent de le renverser. Pendant 5 ans, mon virement mensuel de 1 200 $ était la seule raison pour laquelle ils n'avaient pas fait défaut sur leur immense maison de banlieue.
Silas avait depuis longtemps dépensé ses économies de retraite en essayant de maintenir ses entreprises défaillantes à flot. Béatrix refusait de trouver un emploi, insistant sur le fait qu'une femme de son rang social ne devrait pas avoir à travailler. Sans mon argent, ils ont manqué leur premier paiement hypothécaire. Puis ils ont manqué le deuxième. Au 4e mois, la banque a officiellement repris les procédures de saisie. Ils n'avaient aucune défense légale et pas d'argent pour engager un avocat afin de retarder le processus. Ils ont été contraints de vendre la maison à une perte massive quelques jours seulement avant la vente aux enchères du comté pour éviter une faillite totale. J'ai appris la nouvelle par les rumeurs familiales. Tante Junot, qui poursuivait toujours furieusement Silas devant le tribunal des petites créances pour récupérer ses 35 000 $, tenait tout le monde bien informé de leur misère. Silas et Béatrix ont dû emballer leurs meubles surdimensionnés, leurs œuvres d'art coûteuses et leurs illusions de grandeur. Ils ont emménagé dans un appartement exigu d'une chambre dans un quartier délabré de la ville. Tante Junot a joyeusement rapporté que l'appartement sentait le vieux chou et les tapis humides, et que Silas avait été contraint de prendre un emploi au comptoir des pièces détachées dans un garage local juste pour payer le loyer. Ce n'était pas la rue. Ce n'était pas une catastrophe tragique et injuste. C'était simplement la vie exacte que leurs revenus réels, sans aide, pouvaient supporter. Ils vivaient enfin selon leurs moyens, dépouillés du luxe qu'ils avaient volé à mon travail. Méric, fauché et déshonoré, a dû s'installer sur le canapé lit bon marché dans le salon de leur minuscule appartement. Tous les trois étaient piégés ensemble dans un espace misérable et exigu, se blâmant mutuellement pour leur chute collective. Ils ne sont pas allés en prison, bien que Silas ait reçu une lourde amende et une mise à l'épreuve pour les documents falsifiés. Mais ils ont perdu quelque chose qu'ils appréciaient bien plus que leur liberté. Ils ont perdu leur accès à mon argent. Ils ont perdu leur capacité à utiliser ma propriété comme un accessoire pour leur statut social. Ils ont perdu leur crédibilité au sein de la famille élargie, devenant des parias à chaque réunion de famille. Mais surtout, ils ont perdu mon silence. Pendant 35 ans, mon silence a été l'oxygène qui a maintenu leurs illusions en vie. En refusant de dénoncer leurs abus, je leur avais permis d'écrire un récit où ils étaient la famille parfaite et où j'étais simplement le bénéficiaire chanceux de leur éducation. Au moment où j'ai dit la vérité, au moment où je l'ai étayé avec des données brutes, tout leur empire de mensonges s'est effondré en poussière. Je me suis assis sur ma terrasse arrière en sirotant une tasse de thé chaud, regardant un aigle à tête blanche tourner au-dessus du lac au loin. L'air de la montagne était vif et pur. Mon ulcère à l'estomac avait complètement guéri. Je dormais 8 heures par nuit. J'avais commencé à travailler comme consultant pour de petites entreprises de logistique, travaillant selon mes propres termes, gagnant assez pour vivre confortablement sans la pression écrasante de l'entreprise. J'avais survécu à l'invasion. J'avais défendu ma forteresse. Et ce faisant, j'avais enfin trouvé ma paix. 6 mois après que le camion de déménagement eut reculé dans mon allée en signe de défaite, la première grosse neige de l'hiver a recouvert la montagne. Les pins étaient saupoudrés d'un blanc brillant, et le chalet semblait plus chaud et plus sûr que jamais. J'étais assis dans mon bureau, la pièce même que Méric avait exigée pour ses fausses réunions d'investisseurs, regardant la neige tomber doucement sur la vallée. L'alerte de l'allée a retenti doucement. Un camion de livraison tournait au ralenti au portail d'entrée. Je suis sorti sur le porche, mes bottes craquant dans la neige fraîche. Le chauffeur m'a tendu une petite boîte en carton lourde. Il n'y avait pas d'adresse de retour imprimée sur l'étiquette, seulement mon nom et mon adresse écrits d'une écriture que j'ai instantanément reconnue. C'était l'écriture de ma mère. J'ai rentré la boîte et je l'ai posée sur l'îlot de la cuisine. Pendant un instant, mon cœur a battu un peu plus vite. Était-ce un autre procès? Un autre appel désespéré à l'argent? Une autre tentative de manipulation? J'ai coupé le ruban adhésif avec un couteau de poche et j'ai ouvert les rabats. À l'intérieur, soigneusement emballé dans des couches de vieux journaux, se trouvait un objet lourd. Je l'ai sorti et je l'ai déballé. C'était une poignée de porte en laiton. Elle était vieille, ternie et rayée. Je l'ai fixée, les souvenirs revenant avec une clarté surprenante. C'était exactement la poignée de porte de ma chambre d'enfant, celle que Silas avait violemment retirée avec un marteau quand j'avais 16 ans parce que j'avais osé demander de l'intimité. Au fond de la boîte se trouvait un petit morceau de carton blanc. Je l'ai ramassé. Il n'y avait qu'une seule phrase écrite dessus, de l'écriture tremblante de Béatrix. Tu aurais toujours dû avoir une porte. Je suis resté debout dans la cuisine silencieuse,
tenant le laiton froid dans la paume de ma main. Une version plus jeune de moi aurait peut-être fondu en larmes. Une version plus jeune de moi aurait peut-être vu cela comme des excuses profondes, une raison de prendre le téléphone, de leur pardonner, d'ouvrir mon portefeuille et d'essayer de les sauver de leur appartement exigu et de leur vie misérable. Mais je n'étais plus cette personne. Je suis allé dans mon bureau. Je me suis dirigé vers l'immense bibliothèque en chêne qui bordait le mur du fond. J'ai trouvé un espace vide, juste au niveau des yeux, à côté d'une pile de livres sur la gestion de la chaîne d'approvisionnement. J'ai placé soigneusement la poignée de porte en laiton terni sur l'étagère. Je ne l'ai pas placée là comme un symbole de pardon. Je ne l'ai pas placée là comme un rappel d'un traumatisme. Je l'ai placée là comme un trophée. C'était un rappel physique que j'avais enfin cessé d'attendre que ma famille valide mes limites. C'était la preuve que je n'avais pas besoin de leur permission pour me protéger. Les excuses étaient gentilles, mais elles n'effaçaient pas la contrefaçon. Elles n'effaçaient pas la fraude. Elles n'effaçaient pas une vie entière à être traitée comme un service financier. Les gens me disent souvent que s'accrocher à la colère est toxique. Ils disent que la famille, c'est la famille, et que la vraie guérison nécessite de laisser les gens revenir dans sa vie. Mais j'ai appris une philosophie très différente. J'ai appris que le pardon et l'accès sont deux concepts complètement différents. Je peux laisser partir la colère. Je peux leur souhaiter le meilleur, de loin. Mais cela ne signifie pas que je dois leur redonner les clés de ma maison un jour. On peut guérir d'une morsure de serpent sans réinviter le serpent dans son lit. J'ai verrouillé le lourd pêne dormant en acier de ma porte d'entrée cette nuit-là. J'ai mis de la musique de jazz douce, je me suis versé un verre d'eau et j'ai regardé la neige dériver devant les fenêtres. J'ai souri. C'était exactement le même sourire qui était apparu sur mon visage quand Méric m'avait dit d'aller pleurer ailleurs. Il avait eu raison sur une chose. Quelqu'un devait aller vivre ailleurs. Ce n'était tout simplement pas moi. Beaucoup de mes parents éloignés m'envoient encore des messages me disant que j'ai été trop dur. Ils me demandent comment je peux dormir la nuit en sachant que mes parents vivent dans un minuscule appartement bon marché alors que je vis dans un chalet de montagne d'1 million de dollars. Mais je dois vous poser la question, est-ce vraiment de l'amour que de se laisser mettre le feu juste pour tenir quelqu'un d'autre au chaud? Qu'en pensez-vous? Suis-je allé trop loin en laissant la loi détruire leur vie? Ou ont-ils eu exactement ce qu'ils méritaient? Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette histoire, merci de cliquer sur le bouton j'aime, de vous abonner à, et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une autre vidéo. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.